Eh bien, rebonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Je vous renvoie au chapitre précédent pour comprendre de quoi je parle et sur le site mécaniqueuniverselle.net. Alors, j'ai entrepris l'écoute du Zarathustra sur le site littérature-audio.com. Bon, je suis un peu bouleversé là. Il y a une petite chose qui m'a bouleversé, et donc il va falloir que je fasse tomber cette agitation. Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ça sera la 30e vidéo. Et je vais essayer de toute l'écouter donc sur ce site littérature audio et de le commenter éventuellement, de faire des digressions à partir de cette écoute. Allons-y, on relance. Des savants. Tandis que j'étais endormi, une brebis s'est mise à brouter la couronne de lierre qui ornait ma tête. Et en mangeant, elle disait « Zarathustra n'est plus un savant ». Après quoi, elle s'en alla, dédaigneuse et fière. Voilà ce qu'un enfant m'a raconté. J'aime à être étendu là où jouent les enfants, le long du mur lézardé, sous les chardons et les rouges pavots. Je suis encore un savant pour les enfants, et aussi pour les chardons et les pavots rouges. Ils sont innocents, même dans leur méchanceté. Je ne suis plus un savant pour les brebis, ainsi le veut mon sort, qu'il soit béni. Car ceci est la vérité. Je suis sorti de la maison des savants en claquant la porte derrière moi. Trop longtemps, mon âme affamée fut assise à table. Je ne suis pas comme eux, dressé pour la connaissance comme pour casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur des peaux de bœufs que sur leur honneur et leur dignité. Je suis trop ardent et trop consumé de mes propres pensées. J'y perds souvent haleine. Alors il me faut aller au grand air et quitter les chambres pleines de poussière. Mais ils sont assis au frais, à l'ombre fraîche. Ils veulent partout n'être que des spectateurs et se gardent bien de s'asseoir où le soleil darde sur les marches. Semblables à ceux qui stationnent dans la rue et qui, bouche bée, regardent les gens qui passent. Ainsi, ils attendent, bouche bée, les pensées des autres. Les touche-t-on de la main, ils font involontairement de la poussière autour d'eux, comme des sacs de farine. Mais qui donc se douterait que leur poussière vient du grain et de la jeune félicité des champs d'été? S'ils se montrent sages, je suis horripilé de leurs petites sentences et de leur vérité. Leur sagesse a souvent une odeur de marécage. Et en vérité, j'ai entendu les grenouilles coasser dans leur sagesse. Ils sont adroits et leurs doigts sont agiles. Que vaut ma simplicité auprès de leur complexité? Leurs doigts s'entendent à tout ce qui est filage et nouage et tissage. Ainsi, ils tricotent les bas de l'esprit. Ce sont de bonnes pendules, pourvu que l'on ait soin de les bien remonter. Alors, elles indiquent l'heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste tic-tac. Ils travaillent semblables à des moulins et à des pilons, qu'on leur jette seulement du grain. Ils s'entendent à moudre le grain et à le transformer en blanche farine. Avec méfiance,
qu'ils se surveillent les doigts les uns aux autres, inventifs en petite malice. Ils épient ceux dont la science est boiteuse. Ils guettent comme des araignées. Je les ai toujours vus préparer leur poison avec précaution. Et toujours, ils couvraient leurs doigts de gants de verre. Ils savaient aussi jouer avec des dés pipés. Et je les ai vus jouer avec tant d'ardeur qu'ils en étaient couverts de sueur. Nous sommes étrangers les uns aux autres, et leurs vertus me sont encore plus contraires que leur fausseté et leur dépipé. Et lorsque je demeurais parmi eux, je demeurais au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils m'en ont voulu. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que quelqu'un marche au-dessus de leur tête. Et c'est pourquoi ils ont mis du bois, de la terre et des ordures entre moi et leur tête. Ainsi, ils ont étouffé le bruit de mes pas. Et jusqu'à présent, ce sont les plus savants qui m'ont le moins bien entendu. Ils ont mis entre eux et moi toutes les faiblesses et toutes les fautes des hommes. Dans leur demeure, ils appellent cela faux plancher. Mais malgré tout, je marche au-dessus de leur tête avec mes pensées. Et si je voulais même marcher sur mes propres défauts, je marcherais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont point égaux. Ainsi parle la justice. Et ce que je veux, ils n'auraient pas le droit de le vouloir. Ainsi parlait Zarathustra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces savants? Ben, je ne sais pas. Des poètes. Depuis que je connais mieux le corps, disait Zarathustra à l'un de ses disciples, l'esprit n'est plus pour moi esprit que dans une certaine mesure, et tout ce qui est impérissable n'est aussi que symbole. Je t'ai déjà entendu parler ainsi, répondit le disciple, et alors tu as ajouté « mais les poètes mentent trop ». Pourquoi donc disais-tu que les poètes mentent trop ? Pourquoi, dit Zarathustra? Tu demandes pourquoi. Je ne suis pas de ceux qu'on a le droit de questionner sur leur pourquoi. Ce que j'ai vécu est-il donc d'hier? Il y a longtemps que j'ai vécu les raisons de mes opinions. Ne faudrait-il pas que je fusse un tonneau de mémoire pour pouvoir garder avec moi mes raisons? J'ai déjà trop de peine à garder mes opinions. Et il y a bien des oiseaux qui s'envolent. Et il m'arrive aussi d'avoir dans mon colombier une bête qui n'est pas de mon colombier et qui m'est étrangère. Elle tremble lorsque j'y mets la main. Pourtant, que disait un jour Zarathustra? Que les poètes mentent trop. Mais Zarathustra, lui aussi, est un poète. Oui, donc il est conscient que Nietzsche, en fait, c'est un poète, et effectivement. Et que le Zarathustra, c'est un long poème. Et en fait, le poète, c'est celui qui va trouver du sens, donner du sens philosophique à quelque chose de profond, pour moi, de façon raccourcie, de façon condensée. C'est l'art de condenser la philosophie, d'exister, la vérité, les vérités. Donc, pourquoi il est contre le poète? Ça, c'est à savoir. Crois-tu donc qu'en cela, il ait dit la vérité? Pourquoi le crois-tu? Le disciple répondit « Je crois en Zarathustra ». Mais Zarathustra secoua la tête et se mit à sourire. « La foi ne me sauve point, dit-il, la foi en moi-même moins que tout autre. Mais en admettant que quelqu'un dise sérieusement que les poètes mentent trop, il aurait raison. Nous mentons trop. Nous savons aussi trop peu de choses et nous apprenons trop mal. Donc il faut que nous mentions.
Et qui donc, parmi nous autres poètes, n'aurait pas falsifié son vin? Bien des mixtures empoisonnées ont été faites dans nos caves. L'indescriptible a été réalisé. Et puisque nous savons peu de choses, nous aimons du fond du cœur les pauvres d'esprit, surtout quand ce sont des jeunes femmes. Et nous désirons même les choses que les vieilles femmes se racontent le soir. C'est ce que nous appelons en nous-mêmes l'éternel féminin. Et en nous figurant qu'il existe un chemin secret qui mène au savoir et qui se dérobe à ceux qui apprennent quelque chose, nous croyons au peuple et à sa sagesse. Mais les poètes croient tous que celui qui est étendu sur l'herbe ou sur un versant solitaire, en dressant l'oreille, apprend quelque chose de ce qui se passe entre le ciel et la terre. Et s'il leur vient des émotions tendres, les poètes croient toujours que la nature elle-même est amoureuse d'eux et qu'elle se glisse à leur oreille pour y murmurer des choses secrètes et des paroles caressantes. Alors, de quel poème et de quel poète parle-t-il? À quoi correspondaient les poètes en 1800 et quelques? Est-ce que c'était encore dans un esprit classique? Parce que ça ne correspond pas du tout aux poètes du XXe siècle et aux poètes contemporains, par exemple. On a dépassé, à mon sens, la poésie classique ou la poésie... Mais est-ce qu'il y avait déjà de la poésie qui cherchait la vérité à l'époque de Nietzsche? Il faudrait connaître... qui cherchait la vérité et qui l'a trouvée d'une certaine façon, parce que la chercher, tous les poètes la cherchent une sorte de vérité, du pourquoi exister, quel est le sens de cette existence, et de leur existence, et des souffrances qu'ils doivent endurer, parce qu'en réalité, la vie de poète est très compliquée. Ils s'en vantent et s'en glorifient devant tous les mortels. Hélas, il y a tant de choses entre le ciel et la terre que les poètes sont les seuls à avoir rêvé. Et surtout au-dessus du ciel, car tous les dieux sont des symboles et des artifices de poètes. En vérité, nous sommes toujours attirés vers les régions supérieures, c'est-à-dire vers le pays des nuages. C'est là que nous plaçons nos ballons multicolores, et nous les appelons dieux et surhumains, car ils sont assez légers pour ce genre de siège, tous ces dieux et ces surhumains. Hélas, comme je suis fatigué de tout ce qui est insuffisant et qui veut à toute force être événement. Hélas, comme je suis fatigué des poètes. Quand Zarathustra eut dit cela, son disciple fut irrité contre lui. Mais il se tut. Alors, il est fatigué des poètes, mais peut-être parce que, en fait, à mon sens, ça correspond à la déception qu'il ressent par rapport à la vocation de sa propre poésie, cette quête d'éclairer les choses dans leur profondeur et d'aller bouleverser le système, quoi, d'une certaine manière. Et il pense certainement que les poètes sont trop sages, trop conventionnels. C'est possible que ça soit ça. Et Zarathustra se tut aussi. Et ses yeux s'étaient tournés à l'intérieur, comme s'il regardait dans le lointain. Enfin, il se mit à soupirer et à prendre haleine. « Je suis d'aujourd'hui et de jadis, dit-il alors. Mais il y a quelque chose en moi qui est de demain et d'après-demain et de l'avenir. Je suis fatigué des poètes, des anciens et des nouveaux. Pour moi, ils sont tous superficiels et tous des mers desséchées. Ils n'ont pas assez pensé en profondeur. C'est pourquoi leur sentiment n'est pas descendu jusque dans les tréfonds. Un peu de volupté et un peu d'ennui, c'est ce qu'il y eut encore de meilleur dans leur méditation.
Leurs arpèges m'apparaissent comme des glissements et des fuites de fantômes. Que connaissent-ils jusqu'à présent de l'ardeur qu'il y a dans les sons? Ils ne sont pas non plus assez propres pour moi. Ils troublent tous leurs eaux pour les faire paraître profondes. Ils aiment à se faire passer pour conciliateurs, mais ils restent toujours pour moi des gens de moyen terme et de demi-mesure, troubleurs et malpropres. Hélas, j'ai jeté mon filet dans leur mer pour attraper de bons poissons, mais toujours j'ai retiré la tête d'un dieu ancien. C'est ainsi que la mer a donné une pierre à l'affamé, et ils semblent eux-mêmes venir de la mer. Il est certain qu'on y trouve des perles. C'est ce qui fait qu'ils ressemblent d'autant plus à de durs crustacés. Chez eux, j'ai souvent trouvé au lieu d'âme de l'écume salée. Ils ont pris à la mer sa vanité. La mer n'est-elle pas le pan le plus vain entre tous les pans? Même devant le buffle le plus laid, elle étale sa roue. Elle déploie sans se lasser la soie et l'argent de son éventail de dentelle. Le buffle regarde avec colère. Son âme est tout près du sable, plus près encore du fourré, mais le plus près du marécage. Que lui importe la beauté de la mer et la splendeur du pan? Tel est le symbole que je dédie aux poètes. En vérité, leur esprit lui-même est le pan le plus vain entre tous les pans, et une mer de vanité. L'esprit du poète veut des spectateurs. Mais le poète ne peut pas faire autrement qu'être poète. Il est destiné à être poète. Son enfance, les souffrances qu'il a endurées, la vie qu'il a endurée, la sensibilité qui a multiplié les souffrances, qui a augmenté la densité de ce qu'il a ressenti, etc., de ce qu'il ressent, fait qu'il ne peut pas faire autrement qu'aller vers la poésie, que rencontrer un jour la poésie qui lui donnera envie de devenir poète. Voilà. Et donc, il cherche le maximum à aller vers la vérité. Et je ne connais pas assez la poésie du 19e siècle ou de ce que lisait Nietzsche, mais quand on lit la poésie contemporaine, on voit à quel point elle est profonde, elle triche pas. La plupart des poètes contemporains ou des poètes du XXe siècle qu'on peut lire ne trichent pas. Ils sont vraiment en prise avec... ils cherchent vraiment à parler vrai, à dire des choses profondes et de la plus belle manière. Ne fût-ce que des buffles. Pourtant, je me suis fatigué de cet esprit, et je vois venir un temps où il sera fatigué de lui-même. J'ai déjà vu les poètes se transformer et diriger leur regard contre eux-mêmes. Et la fatigue, c'est quelque chose qui revient constamment chez Nietzsche. Cette fatigue, on la comprend pour la vivre quand on voit que les choses ne bougent pas, quand on a l'impression qu'il y a... C'est pour ça que l'intérêt de la mécanique universelle, c'est de se jeter vraiment loin, d'avoir une perspective qui va à 2, 3, 4, 5 siècles. Donc on souffre moins de voir le monde tel qu'il va. On peut être désespéré, même quand on a des idées comme Nietzsche avec des exaltations que le monde va changer, que si on lit Nietzsche, le monde peut changer. Il devait penser quelque chose comme ça. Et puis regarder que les choses étaient aussi lentes, que ça bougeait pas, que c'était... que ça prenait tant de temps à évoluer. Voir que la poésie en était encore là pour lui, c'était une souffrance, etc., etc. J'ai vu venir des expiateurs de l'esprit. C'est parmi les poètes qu'ils sont nés. Ainsi parlait Zarathustra.
Voilà, bon, eh ben, on finit là. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, ben, si vous, voilà, n'oubliez pas, si vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec euh, vos propres espaces, écrire des commentaires, et puis j'y réponds systématiquement, et puis participer si vous avez envie de participer à l'élaboration de cette théorie ou à sa mise en valeur, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, à très bientôt.